Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle discussion. Alors aujourd'hui, je suis avec Maxime Le Boursicot, que vous reconnaissez peut-être, puisque Maxime, on s'était vu, enfin, d'abord bonjour, et Bonjour. on s'était vu exactement quasiment la même date l'année dernière, Tout à fait. et tous les deux, effectivement, ont trouvé l'opportunité intéressante de reprendre un peu ce qu'on s'était dit l'année dernière et puis de voir si les promesses ont été tenues par l'OPCI. Je rappelle que Maxime est le responsable de directeur des partenariats chez le groupe Consultim. Alors, le groupe Consultim, on va pas s'étendre dessus tout de suite, mais c'est des activités qui sont assez diversifiées. C'est dans l'immobilier. On a du Mhm. meublé neuf et du Bien marché sûr. secondaire. On a de la nue Oui. propriété, on a de la SCPI et on a l'OPCI dont on va parler aujourd'hui et sur laquelle on va revenir. Euh, J'embraye directement, Maxime. L'idée de ces discussions, c'est qu'elles soient aussi assez courtes, concises, mais assez précises. Oui. Oui. Euh, L'année dernière, donc, tu nous parlais de l'opportunité de rentrer sur l'OPCI parce que l'OPCI de tête avait été récente. Elle avait Oui. déjà de bonnes performances. On fera peut-être, tu rappelleras le distinguo entre la rentabilité et la valorisation. Oui, complètement. Oui. Ouais. À aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Rien que depuis le Oui. début de l'année, là, parce que c'est le temps de crise nous fait regarder les rentabilités. Où est-ce qu'on en est depuis le début de l'année? Alors, depuis le début de l'année, et si on prend même un peu de recul sur l'état des lieux qu'on avait dressé il y a un an, rappelle-toi, Christophe, on était je dirais, à la sortie d'un énième confinement, se posait encore un certain nombre de questions, notamment sur le tourisme. Rappelons que le fonds bénéficie de la fiscalité avantageuse du LMNP, Oui, puisqu'il c'est vrai. investit sur des segments que chacun d'entre nous connaît bien, puisque nous investissons tant sur les résidences de tourisme, sur les résidences de seniors, médicalisées et plus récemment étudiantes. On pourra en revenir plus en détail tout à l'heure. Donc, il s'est avéré que la situation était un petit peu marquée effectivement par l'actualité sur le tourisme. Globalement, on s'aperçoit que le fonds s'en est très très bien sorti, hein, puisque je rappelle que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Il en ressort tout de même que le véhicule a performé à hauteur de 5,23% sur l'année 2020 et a poursuivi, je dirais plutôt logiquement d'ailleurs, cette lancée, cette dynamique, puisque pour répondre très précisément à ta question, on a cumulé une performance de 5,77% l'année dernière. Cette performance, tu le rappelais, elle est bien scindée en deux parties. Comme tout actif immobilier, il faut bien distinguer les flux globaux et réguliers engrangés par l'investisseur tout au long de la durée de détention, à savoir le rendement, et également à la fin la plus ou moins value potentielle qui vient justement contribuer ou diminuer cette performance globale. En ce qui concerne le rendement, sur l'année dernière, on a distribué un petit peu plus de 2% de rendement, hein, on est sur cette fourchette Donc de entre 2 revenus. et 2,5 l'année dernière, Mhm. euh, et qui continue justement à s'accélérer. On l'a vu depuis le début de l'année où on a retrouvé des rythmes de distribution, je dirais, frôlant quasiment les 3% de rendement pour tendre, hein, rappelons-le, vers notre 3, 3,5 de rendement qui est l'objectif cible sur ce fonds, couplé au fait qu'on ait des revalorisations qui soient importantes. Hein, quand je dis importantes, c'est supérieur à 3%, comme ça a été le cas l'année dernière, puisqu'on a cumulé 3, 3,5% de revalo pour cette performance globale à 5,77%. Donc, si on résume, j'ai deux axes. Un axe de valorisation d'actifs qui est le jeu du justement, j'achète des lots entiers et j'achète pas justement un lot, je bénéficie tout de suite d'une réduction de mes prix, ce qui me C'est permet une ça? valorisation qui est bonne. Et de Oui, l'autre côté, j'ai des rendements, donc du revenu qui s'accélère parce que justement les résidences que vous avez achetées, qui étaient juste là en vente en état futur d'achèvement et qui n'étaient pas exploitées, commencent à être oui, exploitées et les revenus commencent à tomber dans l'OPCI. exactement. On a acheté un certain nombre d'actifs en VFA, sur lesquels, tu le disais très justement, on avait des gros pouvoirs de négo et donc de belles décotes à l'entrée. Preuve en est donc la revalorisation des parts pour les investisseurs. La contrepartie, c'était une absence, dans un premier temps, de revenus. Cette absence, elle est de plus en plus relative, puisque Elle se si trouve on de plus en regarde plus. aujourd'hui,
Exactement. On a 350 lots en stock aujourd'hui dans l'OPCI et il reste 80 d'entre eux, donc une partie mineure, qui est à ce jour en cours de livraison, donc c'est-à-dire non encore achevé et sur lesquels, bien évidemment, on n'a pas encore de loyer. Donc ça tend vraiment à se réduire pour tendre, comme je le disais tout à l'heure, on va vers notre rythme croisière entre 3 et 3,5 de rendement cible. Alors, je rappelle juste, parce on est passé brièvement, c'est vrai qu'on avait fait un gros focus l'année dernière là-dessus. Sur le principe de la fiscalité de l'OPCI, on est dans la fiscalité du Oui, meublé. La fiscalité du meublé, je ne sais pas si vous vous rappelez tous, c'est qu'en fait, vous allez acheter un bien sans, mais vous allez l'amortir. Et donc, les revenus que vous allez tirer de ce meublé vont être compensés par l'amortissement comptable de votre investissement. Et ça va limiter votre imposition. Donc, le rendement cible prévu dont Maxime parle, de 3,5, est un rendement qui est très faiblement fiscalisable et fiscalisé. tout à fait. Tout à fait. Bon, Il n'est c'était pas juste à pour faire prendre cette petite parenthèse pour rappeler un petit oui, peu. au stricto sensu, il passe juste à confronter un taux facialement et ce qu'on peut retrouver dans le marché immobilier classique, je dirais, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes impacts fiscaux. Et là, effectivement, il faut s'en remettre au conseil d'un professionnel comme toi, Christophe. Merci. Et puis on n'a pas, l'OPCI nous permet aussi de ne pas forcément nous engager pleinement sur un bien senior où il faudrait dépenser 250 000 euros. Là, le ticket d'entrée est quand même beaucoup plus faible. Le seul inconvénient aujourd'hui de l'OPCI, c'est que son financement est compliqué. C'est-à-dire que l'acheter cash, enfin cash, en investissement direct, c'est plutôt Mm. simple. En revanche, monter un crédit pour l'OPCI, c'est compliqué, alors que acheter une résidence senior, c'est facile de faire un crédit dessus. Tout Donc, à on ne fait. bénéficie pas de l'avantage du crédit aujourd'hui, qui est encore, même si les taux montent, encore accessible. Ouais, ouais, complètement. Non, c'est vraiment un outil de placement, tu le disais, à partir de 5 000 euros, Ouais. qui vient en diversification sur un fonds qui, globalement, est très peu risqué, hein. On va, alors, je mets bien entendu certains aspects de côté, mais tu l'as dit, grande mutualisation, diverses thématiques, divers exploitants en portefeuille aussi, et une liquidité surtout qui est à préciser, qui est intrinsèque au véhicule. C'est-à-dire que Ouais. au moment où vous souhaitez sortir, contrairement à tout actif immobilier, il n'y a pas de marché de gré à gré. C'est-à-dire que le fonds a une poche financière qui vient certes diminuer un peu son rendement, mais a une poche de liquidité qui permet de racheter dans ce contexte les parts des investisseurs sous un délai d'1 mois. Donc c'est quand même très confortable de se Ça, dire qu'on a cette liquidité qui est vraiment très présente sur le fonds. On parlait d'opportunités, on parlait de menaces. Donc, tu as abordé le sujet du tourisme. Là, pour le coup, c'est une discussion. Le sujet Orpea, il a posé problème pour l'OPCI ou pas? Alors, le sujet, enfin, nous, aujourd'hui, dans le portefeuille, on n'a pas de résidence RPA. On a des résidences médicalisées. Il faut bien distinguer, je dirais, sur cette typologie d'actifs, euh, l'aspect moral de l'aspect purement financier. D'un point de Ah, vue oui. purement financier, tous les loyers sont payés rubis sur ongle sur l'ensemble des résidences aujourd'hui, que ce soit Orpea ou que ce soit d'autres marques. En fait, il y a, on le sait tous, c'est un problème qui n'est pas réglé, qui est celui de la dépendance. Alors, la discussion du jour ne permettrait pas de rentrer précisément dans le détail, mais chacun sait que les structures traitant aujourd'hui la dépendance des personnes dépendantes sont très réduites, sont numérotées via des numerus clausus, etc., etc., et que finalement, il y a trop peu d'offres eu égard à la demande et qui ne va faire que s'amplifier. Il suffit de suivre la courbe des âges pour s'en rendre compte. Donc, d'un point de vue purement financier, absolument pas touché pour les investisseurs. Et d'un point de vue moral, alors il faut bien distinguer encore une fois les différents acteurs sur ce marché-là. Vous avez Orpea et Corian qui ont été effectivement, qui sont deux groupes C'est cotés un facteur, et ouais. qui ont été mis sur le devant de la scène par rapport à cela. Vous en avez d'autres un petit peu plus discrétionnaires, plus familiaux, pas forcément cotés. Je pense à Colisée, je pense à des groupes comme Steva également, qui eux sont d'ailleurs reconnus pour des pratiques qui sont peuvent être en tout cas un petit peu différentes ou
par rapport à ces gros acteurs. Donc, globalement, d'un point de vue en tout cas purement financier, pour répondre à ta question, le PCI et plus largement le groupe et les investisseurs n'ont pas été touchés par cela. Et tant qu'on est dans les menaces, on va parler de tout un peu en même temps, mais j'ai eu la même discussion avec une SCPI récemment. L'inflation, les taux longs, l'Ukraine, aucun impact. Enfin, bon, encore une fois, bien sûr, Oui, on met de côté tout le côté, on va s'en tenir à des choses qui sont purement financières et économiques. oui. L'investissement, on va essayer de se dégager de tout ce côté personnel et dramatique, mais euh, quel est l'impact de ces trois axes-là forts, l'inflation, les taux longs et Oui. l'Ukraine, sur le Alors, PCI aujourd'hui? le premier impact au niveau de l'inflation, c'est forcément une hausse des loyers et une hausse des rendements à venir. Donc ça, à moyen terme, moyen long terme, puisque nos baux, d'une part, sont de longue durée, hein, rappelons-le, entre 9 et 20 ans, et surtout, ils sont indexés. Alors, ils peuvent être indexés de manière annuelle, certains le sont de manière triennale, ça dépend, hein, en fonction des baux signés préalablement. Mais et c'est pour ça d'ailleurs qu'on qualifie l'immobilier bien souvent comme étant un bouclier anti-inflationniste, c'est tout simplement parce que les loyers sont indexés, et qui dit indexation des loyers, bah, on a du coup une poursuite des loyers corrélés à l'inflation. Donc ça, c'est pour répondre à ton premier point. Sur les taux longs, aujourd'hui, certes, les taux remontent globalement, mais pas de manière encore très importante encore en nous concernant. Quand on regarde, ça Vous bouge un petit utilisez, peu, mais on parle d'un vous demi-point. utilisez le crédit dans le PCI, vous? Jusqu'à présent, jamais. On n'a jamais eu recours à l'effet de levier. C'est une stratégie qui va être déployée d'ailleurs dans les prochains mois. En tout cas, tout est prévu pour. Et donc, à ce niveau-là, on n'est pas du tout affecté à cela concernant l'OPCI. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dette in fine, on n'a pas eu recours à la dette. Donc, il n'y a pas de sujet. On avait une politique qui était, c'est ce que je disais tout à l'heure, très prudente par rapport à ça. Donc, on n'en est en tout cas pas affecté. Et rappelons, c'est un petit peu plus technique, mais le marché immobilier géré, même si ça a tendance à évoluer ces dernières années, il y a quand même historiquement un marché de particuliers. Or, les particuliers vont arbitrer de manière complètement différente, n'ont pas la même sensibilité au taux que les gros investisseurs institutionnels qui, dès lors que les taux bougent, ajustent leurs investissements en fonction. Monsieur et Madame Dupont, qui ont investi sur un actif immobilier LMNP il y a de ça 15 ans, ne vont pas l'arbitrer dans quelques mois si les taux reprennent 0,50%. Donc, je suis un peu caricatural dans mon Non, non, exemple, mais on a globalement un marché qui est beaucoup moins sensible au taux que ne peut l'être, par exemple, le marché du bureau, qui est un marché tertiaire sur lequel on a essentiellement des gros investisseurs et forcément, ils ont une sensibilité au taux qui sera énorme par rapport à ça. bah, c'est un peu en ça que je trouvais l'OPCI intéressante et de la mettre pas forcément en opposition, mais plutôt en parallèle à la SCPI, parce que c'est vrai qu'on utilise quand même pas mal les SCPI par ailleurs. Et je trouvais que l'OPCI avait aussi toute sa place, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, euh, l'investissement en SCPI est certes une bonne solution par rapport à certaines caractéristiques, par rapport à certaines contraintes, tout en ayant bien compris le produit. Mais le PCI peut prendre sa place dans une allocation d'actifs pour quelqu'un qui veut mettre 20, 30 000, 50 000, 100 000 euros et les placer pour avoir des revenus. Loger une petite partie de cet argent-là dans une OPCI me paraît assez idéal, tant en termes de fiscalité qu'en termes de liquidité et de diversification, quoi. Il a été d'ailleurs créé pour venir en alternative justement au SCPI sur une classe d'actifs qui est différente, comme tu le soulignais, de ce qu'on retrouve classiquement dans des SCPI. Donc, ouais, tout à fait, hein. En diversification, ça a toute sa place. Et c'est un tout petit marché en plus, l'OPCI quand même. C'est un tout petit marché. On est vraiment sur un marché de niche. Si on regarde l'immobilier géré dans son ensemble sur le marché neuf, c'est entre 10, 15 000 grand maximum logements qui sont sortis de manière annuelle. Donc, on est vraiment sur un marché de Ouais, niche. c'est un micro-marché, quoi. Oui, exactement. Ok. Non, mais ça a son intérêt aussi parce que tu vois, dans nos diversifications, ça prend tout son sens. C'est vrai que on a tendance à parler de la SCPI, on en propose, mais sans la mettre en opposition, justement, en parallèle, parler un peu Mhm. d'OPCI me paraît tout à fait intéressant. Oui,
On parlait donc de menaces, on a parlé de ces choses-là. Aujourd'hui, l'année dernière, c'est vrai que tu nous avais fait part d'opportunités de rentrer dedans parce que justement, il y avait des achats à bon compte qui se faisaient. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, un an après, de rentrer dans cette OPCI? Est-ce que tu nous avais quand même laissé entendre qu'il y avait une taille critique à partir de laquelle, effectivement, l'OPCI, comment je peux dire ça? Oui, va connaître son rythme croisière. Ouais, c'est ça. Et le rythme de croisière, est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on a encore l'opportunité d'y rentrer? Ouais, je pense qu'il reste encore quelques mois, je dirais globalement un an avant d'y rentrer. Tout simplement, je faisais écho tout à l'heure aux dernières lignes qui sont actuellement en cours de livraison. Une fois qu'elles seront livrées, le fonds délivrera, je dirais, sera vraiment sur son rythme croisière par rapport à cela. Il faut attendre de nouvelles revalorisations à mon sens. Je suis prudent, mais tout laisse penser en tout cas, toute chose égale par ailleurs, qu'on peut s'attendre à de nouvelles revalorisations. Quand je dis ça, ça fait écho à justement ces dernières lignes en cours de livraison et également au prochain référencement. Et comme vous le savez, on a pour historique et pour habitude de très bien acheter l'ensemble de nos programmes. Et dans ces conditions, là, on a rentré dernièrement de l'immobilier étudiant, donc des résidences étudiantes, classes d'actifs qu'on n'est pas encore en portefeuille d'ailleurs sur l'OPCI, donc c'est bien, ça vient nourrir encore une fois la diversification. Sur des régions diversifiées, puisqu'on est aussi bien à Paris que dans le sud-est, précisément à Avignon. Donc ça vient un petit peu renforcer aussi cette diversification et ces potentiels de revalo qui sont, à mes yeux, encore présents. On l'a vu l'année dernière, un peu plus de 3% de revalorisation, ce qui est quand même assez important sur un fonds de ce type-là, qui a pour essence d'être quand même un fonds prudent, donc avoir plus de 3% sur ce type de fonds, c'est très très bien. Et je pense que cette année, on peut s'attendre encore à de belles perspectives. Bien évidemment, à compter de 2023, une fois qu'on sera rentré pleinement dans ce rythme croisière, on aura naturellement un aspect dilutif qui fait qu'on sera vraisemblablement sur des niveaux Oui, tu de auras revalo un plus peu moins. d'investissements que de nouveaux investissements. Donc, du coup, tu profiteras moins de cette revalorisation-là. Exactement. Ah, revalorisation que tu auras déjà engrangée, en fait, quoi. Exactement, tout à fait. Une chose encore, est-ce qu'on peut rappeler juste les frais de l'OPCI? Oui. Alors, les frais, faut vraiment le qualifier et le calibrer comme un achat immobilier classique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des frais de notaire dont il faut s'acquitter à l'entrée au niveau de l'OPCI. Vous avez, en plus de ces frais de notaire, comme chacun sait, des frais de commercialisation, ce qu'on peut apparenter peu ou prou à des frais d'agent immobilier. Donc, si vous additionnez, je prends l'exemple d'une souscription de 100 000 euros, entre les frais de notaire d'un côté et les frais de commercialisation de l'autre, vous retrouvez avec un peu plus de 85 000 euros de part, ça fait 85 324 euros de mémoire. Donc, c'est un peu plus de 14%. Donc, il faut s'acquitter à l'entrée. Avec ces frais, encore une fois, qui sont les frais de notaire, prérogatives pour accéder à l'immobilier, des frais de commercialisation. Et ces frais de commercialisation viennent aussi, je dirais, financer le pouvoir de négo, ou en tout cas la compétence et l'expertise du groupe à l'idée d'aller négocier de manière drastique les différents prix à l'entrée. Et preuve en est que c'est bien fait, quand on voit les performances. Depuis sa création, on a un peu plus de 45% de performance sur le fonds. Donc ça vient récompenser, je dirais, l'ensemble. L'idée étant de pouvoir justement rentrer dans la phase qu'on connaît et qu'on venait de citer, avec des revalorisations quand même encore significatives eu égard au risque pris sur le fonds, permettant justement de couvrir l'ensemble de ces frais relativement rapidement. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander, le délai de détention recommandé. On est sur une durée de 8 ans. Ouais, À préciser qu'à la sortie, il n'y a pas de frais, les frais sont pris à l'entrée, mais non plus à la sortie. ok. Est-ce que, alors là, on a vu les opportunités donc, de l'OPCI, on voit qu'elle a bien tenu ses promesses. Ce que je comprends et ce que tu veux dire, tu m'arrêtes si c'est faux, c'est qu'en fait, on a encore une phase d'investissement intéressante là sur un an sur lequel on peut rentrer en imaginant avoir des rentabilités, enfin des revalorisations qui viendraient soutenir la rentabilité globale de l'investissement, voire
amortir les frais à l'entrée un peu plus vite. Ça. Tout à fait. Dans l'idée de l'OPCI, est-ce qu'il y a un maximum global? L'OPCI, elle est faite pour être gérée avec un montant maximum ou pas? Je ne sais pas si je me fais Non, bien comprendre. ouais, on est sur un capital variable. L'idée, on le disait tout à l'heure, on reste sur un marché plus ou moins de niche. Donc, ce ne sera jamais un OPCI qui gérera des milliards d'euros, hein, qu'on soit clair. On a une taille cible. On s'est dit qu'une fois qu'on arriverait aux alentours des 100 millions d'euros, vraisemblablement, on fermerait le fonds. Aujourd'hui, on est à la moitié, il y a un peu plus de 50 millions de capis sur ce fonds. Mais il est clair que c'est un outil qui n'est pas prévu pour gérer des milliards, comme ça peut être le cas sur certaines SCPI, par exemple. Alors là, je vais te prendre aussi en direct. Là, j'ai des investissements à faire. On est en pleine crise. Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe Consultim là qui peut être intéressant? Alors, on a évoqué justement des maturités assez longues, que sont celles de l'immobilier. Il peut être rassurant pour certains clients à l'idée d'aller sur des durées plus courtes. Et auquel cas, on a une offre qui s'y prête, toujours avec notre cahier des charges qui est le nôtre, à l'idée de financer en fait des acteurs de l'immobilier. On reste dans ces thématiques qu'on connaît, mais non plus en termes de détention immobilière classique, comme on vient de le voir, mais on est bien sur ce qu'on appelle du crowdfunding immobilier. Donc, ça permet d'investir toujours avec des sommes relativement faibles. Hein. On est à partir de 1000 euros, c'est un ticket initial à 1000 euros, et qui permet en fait de s'exposer à l'immobilier, mais sous une forme différente, puisque là, on va investir entre 12 et 36 mois globalement. Donc, les projets et les maturités sont très courtes. Et pour des personnes qui seraient pas forcément, je dirais, On soit précis, le client prête de l'argent pour justement financer des projets immobiliers, donc donne de l'argent à travers vous à un marchand de biens, à un promoteur pour l'aider à avancer dans ses projets de construction, d'aménagement, d'investissement. de restructuration. Exactement. On est en fait un maillon complémentaire dans la chaîne de financement avec la banque. Et c'est vrai que c'est une solution qui plaît beaucoup parce que on est sur une durée courte. Donc aujourd'hui, il y a très peu de produits qui permettent justement d'obtenir une rémunération satisfaisante sur des maturités courtes, puisqu'en plus, on a des rendements assez appréciables. Hein. On est sur une fourchette de taux entre 7 et 9 annuels. Alors bien évidemment, il y a des risques à mettre en parallèle. Et en fiscalité. Il s'agit bien d'un produit de diversification. Hein. On ne vend pas sa maison pour investir sur du crowdfunding immobilier. Mais dans une stratégie d'allocation globale, pour le coup, ça fait sens. On est décorrélé des marchés financiers. On le voit depuis le début de l'année que il se passe pas mal de choses et il y a des réactions en chaîne qui s'y passent. Donc là, pour le coup, ça permet d'allouer sous une forme différente une petite classe d'actifs sur laquelle on va chercher des maturités en acceptant le risque pris, mais avec des stratégies un petit peu différentes et à sous-jacent immobilier, ce qui a pour nature de rassurer bien souvent les clients. Ok. Donc ça, c'est une. Donc du coup, on a du court terme avec le crowdfunding. Donc ça, on peut le faire à travers vous. Oui. On a le moyen long terme avec l'OPCI et un peu plus long terme, forcément, l'immobilier avec du meublé classique. Tourisme étudiant, senior, résidence médicalisée. Est-ce que justement dans ces phases de taux longs, est-ce que il n'y aurait pas des opportunités à prendre s'il y a moins d'acheteurs? On peut imaginer que les prix se resserrent aussi. Est-ce que vous le sentez sur le prix de l'immobilier géré qu'il commence à y avoir des reventes? Parce qu'on peut acheter, je vous rappelle qu'on peut acheter l'immobilier senior, d'étudiants, tourisme et médicalisé en neuf, mais vous pouvez aussi le racheter à des personnes qui souhaitent s'en séparer. Ça, c'est LB2S peut-être qui gère ça chez vous. Exactement. Il y a des opportunités aussi là-dessus à prendre, j'imagine? Oui, bien sûr, il y a des opportunités. Alors, qu'importe le contexte d'ailleurs, ça peut dépendre des situations personnelles. Hein. Tout de suite. On a la même fiscalité. Oui. C'est actable tout de suite. Les loyers sont tout de suite pris.
On a la même Exactement. fiscalité. Oui, c'est l'énorme avantage du marché secondaire, c'est qu'on a un droit de suite fiscal. L'investisseur précédent avait beau avoir amorti le bien pendant des années et des années, nous, en tant que second acquéreur, voire troisième ou quatrième acquéreur, on réamortit sur une base pleine qui est celle de l'investissement réalisé. Donc ça, c'est très important. Qui plus est, on a aussi un regard sur la profitabilité de l'exploitation. On sait comment elle est gérée, si elle est bien ou mal gérée d'ailleurs. Et on a bien évidemment des revenus immédiats. Donc là-dessus, effectivement, il y a vraiment des belles opportunités. De manière contracyclique, pour répondre à ta question, aujourd'hui, le senior et l'étudiant sont les marchés qui entre guillemets, sont très très plébiscités par l'ensemble de la place. Donc ce sont les marchés sur lesquels on attendra le moins de loyers. De manière contracyclique, on aura le marché notamment du tourisme, voire, et ça commence à l'être un petit peu, on commence à le voir, à le constater en tout cas chez nous, sur le marché du médicalisé, euh, où on a un petit peu plus ce jeu d'opportunités sur certaines typologies d'actifs, Ouais, pas bah, toutes, dû au mais sur récent certaines notamment. traitement, quoi. Exactement, tout à fait. C'est C'est vraiment un peu, c'est un peu l'idée que j'en avais parce que c'est vrai que nous, des investissements dans des résidences secondaires, on en a fait. On constate qu'aujourd'hui, les clients continuent d'être payés, mais vraiment rubis sur l'ongle. Donc, au-delà de toute de toute l'histoire, euh, ben, le battage fait qu'effectivement, il y en a qui peuvent vouloir s'en séparer et ça peut être une bonne opportunité d'achat pour d'autres, enfin, pour les plus opportunistes ou les plus. exactement. À mes yeux, ce n'est pas le meilleur moment pour s'en séparer parce que d'un point de vue Ouais, purement financier, tu le disais, les loyers sont perçus et en face, on n'a pas conjoncturellement, nous on estime que c'est uniquement conjoncturel, le nombre d'investisseurs potentiels qu'on pouvait avoir il y a de ça encore quelques mois. Donc forcément, il y aura un effet sur les prix. Par contre, de l'autre côté, côté investisseur, il peut y avoir certaines opportunités parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'investisseurs qui, sur ce créneau en tout cas, qu'il ne pouvait y en avoir il y a quelques temps et d'autres personnes qui souhaitent rentrer. Donc, dans cette logique opportuniste, il y a effectivement un certain nombre d'opportunités à saisir, c'est certain. ok. Maxime, merci beaucoup pour cette discussion. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que tu voudrais rajouter? Enfin, moi, j'ai dit stop, mais tu peux Non, en non, je parler. pense on Si a tu fait as encore nous donner des bonnes nouvelles, il n'y a aucun problème, hein. on a fait un bon tour, je pense, du sujet, à la fois sur des convictions marché, sur des sujets très précis également tels que l'OPCI. Vous l'aurez compris, on est capable dans le groupe de décliner finalement l'immobilier sous des maturités extrêmement différentes, à chaque fois avec la particularité d'apporter, je dirais, une touche d'innovation sur ces métiers de niche. C'est en tout cas ce qu'on s'efforce à faire. Donc, globalement, je pense qu'on a fait un bon tour. Tu as dit qu'il fallait être synthétique. Donc, si on ne veut pas perdurer comme ça et continuer à l'être, je pense qu'il est bon de conclure. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ben, j'espère avant l'année prochaine. Et puis, si tu as, d'autres choses à nous annoncer, ben, on est à ta disposition. Très bien. Merci à toutes et tous. Merci Christophe. Merci à tous. À bientôt.